Salut à tous. Ce n'est absolument pas terminé et les Israéliens frapperont n'importe qui, n'importe où, chaque fois qu'ils le jugeront bon. Les cessez-le-feu ne veulent pas dire grand-chose dans ce contexte. Au cours des 60 ou 70 dernières années, les Israéliens ont rompu quelque chose comme 1100 cessez-le-feu, même si j'ai oublié le chiffre exact. Le mot cessez-le-feu n'a tout simplement pas beaucoup de sens pour eux. Ce que nous savons, c'est qu'ils ont retiré une partie de leurs forces terrestres et les ont ramenées en Israël pour les engager à Gaza et en Cisjordanie, officiellement dans le but de terminer le travail consistant à assassiner ou expulser les êtres humains qui vivent dans ces endroits. Autrement, je pense que le sud du Liban est destiné à être annexé à Israël jusqu'au fleuve Litanie. Et encore une fois, tout cela tourne autour de cette folie appelée le projet du Grand Israël, où un peu moins de 7 millions de juifs vivant en Israël vont dominer en permanence des centaines de millions de personnes partout au Moyen-Orient. Cette histoire de Grand Israël dépasse l'entendement, mais nous la soutenons sans condition. Nous ne remettons rien en question. Nous fermons les yeux sur toutes les atrocités. Cela n'a aucun sens. Et je pense que les Américains commencent à s'en rendre compte. Ils vont en comprendre beaucoup plus quand les choses empireront. Mais dans le manuel trumpien, la clarté stratégique consiste souvent à regarder un incendie, à appeler cela un levier, puis à se demander pourquoi la pièce est pleine de fumée. La mauvaise nouvelle, c'est que même si nous mettons fin à cette guerre immédiatement, les problèmes que nous avons créés pour l'économie mondiale et ici, chez nous, pour notre propre économie, vont durer encore 1 an ou 2. Autrement dit, nous nous dirigeons vers une grave récession. La question est de savoir si le monde va entrer dans une grave récession ou faire face à une dépression. C'est à ce point que la situation est mauvaise. L'impact est déjà visible dans la vie ordinaire. L'essence, les billets d'avion et tout le reste coûtent de plus en plus cher. Les engrais flambent maintenant eux aussi. Pour quiconque est habitué à voyager partout dans le monde et à mener grand train, cette pression va devenir évidente très rapidement. C'est le genre de situation qui pousse les gens à penser à se préparer un peu, même à s'assurer d'avoir des conserves ou quelque chose de base sous la main. Toute la question des Émirats arabes unis quittant l'OPEP s'inscrit aussi dans ce tableau plus large. Ils ont demandé une ligne de swap en dollars, faute de quoi ils allaient travailler avec les Chinois et le yuan. Je pense que l'accord conclu à huis clos visait à quitter l'OPEP, parce que cela affaiblirait une institution que nous essayons de miner et d'éroder depuis des années. Je pense aussi que les Émirats arabes unis veulent des garanties. Lorsque tout cela sera terminé, nous interviendrons pour les aider à se restaurer, à tout reconstruire, parce que les Émirats arabes unis sont l'une des principales cibles de la colère iranienne. Les Émirats arabes unis ont effectivement été une sorte de cheval de Troie, pas très secret pour le pouvoir et l'influence israélien, et les Iraniens en ont assez. Non seulement ils hébergent des bases pour nous, à partir desquelles nous pouvons attaquer et menacer l'Iran, mais ils sont aussi très proches des Israéliens. Tout le monde a tendance à oublier que cette guerre n'a pas commencé avec nous, cette guerre a commencé avec Israël. Nous avons pris la décision, à cause du président Trump et du Congrès, qui sont apparemment tous à la solde de lobby israélien, de nous y joindre. Mais le véritable problème a toujours été Israël. Et tout commence dans les suites du 7 octobre. Naturellement, dans la chambre d'écho pro-Trump, la responsabilité est traitée comme un micro, utile seulement quand on peut le pointer vers quelqu'un d'autre. Il existe maintenant beaucoup d'éléments indiquant que l'attaque lancée contre Israël depuis Gaza le 7 octobre, il y a 2 ans, a essentiellement été laissée se produire. C'est incompréhensible pour nous, mais on dirait que cela faisait partie d'un plan plus vaste visant à déclencher cette grande guerre contre tous les ennemis d'Israël dans la région. Pour Israël, l'Iran est le point de blocage. L'Iran est celui qui refuse de se soumettre. L'Iran ne se soumettra pas et il n'acceptera aucune des exigences qu'Israël a mises de l'avant, parce que ce sont les exigences que nous continuons à placer devant les Iraniens.
Autrement dit, chaque fois que Witkoff et Kouchner se rendent quelque part, même lorsque J.D. Vance était avec eux, ils répètent les exigences de Netanyahou. Les exigences sont claires, l'Iran ne peut plus enrichir d'uranium. L'Iran n'en a pas le droit, l'Iran doit renoncer à tout cela. L'Iran doit réduire considérablement son arsenal de missiles balistiques. Et enfin, l'Iran ne peut coopérer avec aucun de ses coreligionnaires, ni avec de potentiels amis et alliés dans la région. Autrement dit, l'Iran est censé devenir un État vassal du Grand Israël. Les Iraniens ne vont pas faire cela. Ils ont dit, oubliez ça, c'est pas ouvert à la discussion. Nous avons eu tendance à faire marche arrière sur une bonne partie de tout cela. Nous avons dit, eh bien, ce qui nous préoccupe vraiment le plus, c'est l'arme nucléaire. Mais personne ne prend la peine de souligner que les Iraniens ont constamment refusé de développer une arme nucléaire. C'est pas faute de compréhension, de technologie ou de capacité. Ils disent depuis des années, nous n'en voulons pas. J'imagine que lorsque cette guerre prendra fin, eux et beaucoup d'autres développeront une arme nucléaire pour s'assurer que nous et les Israéliens ne puissions pas les attaquer. Pour l'instant, l'Iran n'a besoin que de survivre. Et cela, à lui seul, envoie un message énorme à propos des États-Unis, de l'hégémonie mondiale et de la puissance réelle que nous avons. Le président Trump était limité par cette fenêtre de 60 jours, après laquelle le Congrès doit approuver tout conflit supplémentaire ou quelque chose de cette nature. La question devient donc de savoir si l'Iran a déjà gagné la partie, s'il a remporté cette confrontation, et si cela annonce quelque chose de plus vaste concernant l'hégémonie américaine. Je pense à 2 ou 3 choses. D'abord, cette notion d'hégémonie est morte. Je dirais que notre domination militaire mondiale a disparu. Nous avons été exposés comme incapables de défendre nos alliés. Quand nous avons commencé tout cela, j'ai tenté de faire valoir que nous n'avions pas prêté attention à la direction dans laquelle la guerre avait évolué. C'était évident, et ça l'est encore dans la guerre en Ukraine, mais nous ne l'avions pas vraiment pleinement compris. Maintenant, la leçon nous est administrée à la dure, une leçon très difficile. Nous vivons dans un nouveau monde où ces vastes flottes de surface avec des porte-avions que nous avons maintenus pendant des décennies ne fonctionneront tout simplement plus si nous essayons de les utiliser contre quelqu'un qui possède le type de capacité que l'Iran possède. L'ancien scénario disait que les porte-avions étaient des symboles de domination. La réalité demande maintenant si quelqu'un a pensé à mettre le scénario à jour. Et souvenez-vous, cette capacité a été construite pour environ 1% de la somme que nous dépensons chaque année pour la défense nationale. Pensez-y. Ils n'ont pas dépensé des milliers de milliards de dollars. Ils ont pris la technologie qui existait, ils l'ont organisée différemment et ça fonctionne. C'est donc la première chose. Notre dépendance historique à toutes les formes modernisées des instruments de la Seconde Guerre mondiale est terminée. Que regardons-nous à ce stade ? Je pense que l'Iran a fait plus que survivre, parce que l'Iran possède maintenant quelque chose d'encore plus précieux. L'Iran entretient avec la Russie et la Chine une relation solide et constante. Les Chinois et les Russes ont tous deux décidé qu'ils ne laisseront pas l'Iran être détruit. Ils ont non seulement fourni une aide précieuse, mais ils ont clairement indiqué que si l'on en arrivait à la destruction de l'Iran, ils pourraient potentiellement intervenir. Je pense que nous le savons. C'est un changement fondamental dans les relations internationales pour nous. Je pense que nous allons voir davantage de cela à l'avenir, parce que si vous regardez le nombre de nations, de pays et d'États dans le monde qui s'alignent sur l'Iran, la Chine et la Russie, c'est considérable. Pour la majeure partie du monde, l'Iran est vu comme cette figure héroïque qui tient tête à l'intimidateur international appelé les États-Unis, ainsi qu'à Israël. Israël n'a jamais été populaire et a souvent été détesté au Moyen-Orient. Aujourd'hui, je pense qu'il est largement honni à une échelle difficile à imaginer pour nous. Mais souvenez-vous, nous nous sommes alliés à l'État israélien et l'État israélien a clairement fait savoir que tous ses voisins étaient des sous-humains, qu'ils n'étaient pas dignes de vivre. La meilleure chose à faire pour eux était de s'en débarrasser, de les éliminer, de les bombarder jusqu'à la soumission, de les chasser. Je ne pense pas que nous voulions un allié comme celui-là, mais c'est celui que nous avons. Et donc,
ce statut de paria nous est maintenant de plus en plus appliqué à nous aussi. Cela a toutes sortes de terribles implications économiques, comme nous l'avons déjà évoqué, sur la question de savoir si un accord ou une négociation quelconque est possible. Je pense que tout est possible, mais savoir si c'est probable est une autre affaire. Il y a eu beaucoup de manchettes disant que des progrès avaient été réalisés dans les négociations. Trump se rend en Chine, donc il y a beaucoup d'attentes autour de cela, mais l'Iran reste fermement campé sur ce qu'il veut dans cette situation. Je pense que nous allons essayer de trouver un accord qui aboutisse à un retour au statu quo, dans la mesure où, avant que nous commencions la guerre et attaquions l'Iran de front, tout le monde avait accès au Golfe. Alors que voulons-nous ? Nous voulons ce que nous avions avant. Quand Rubio a parlé, il a dit « Ce que nous voulons vraiment, c'est ouvrir le Golfe et revenir à ce que nous avions. » Et la question évidente est alors « Pourquoi avons-nous commencé une guerre ?» C'est assez stupide. Maintenant, l'objectif est d'obtenir ce que nous avions dès le départ. C'est le genre de logique politique qui sonne audacieuse au pupitre et s'effondre dès que quelqu'un apporte un calendrier. Nous devons examiner les exigences iraniennes. Les Iraniens ont maintenant publié un certain nombre de points qu'ils veulent voir largement acceptés concernant l'avenir du Golfe Persique. Ils veulent avoir leur mot à dire sur la façon dont le Golfe Persique est géré. Au départ, ils vont le gérer. Et qui peut dire qu'ils ne devraient pas le faire ? Ils ont le plus long littoral bordant le Golfe Persique. Dans les circonstances, ils sont les mieux placés pour contrôler l'accès. Mais ils indiquent très clairement qu'ils ne cherchent pas à limiter l'accès. C'est pas leur objectif. Ils doivent se remettre de cette guerre. Et l'une des façons dont ils vont essayer de se rétablir consiste à percevoir des droits de passage sur les navires qui sortent remplis de pétrole, d'engrais ou de quoi que ce soit d'autre qu'ils transportent. Ce sont des choses que nous ne sommes pas prêts à accepter, du moins publiquement. Mais je pense que si nous voulons que ce détroit s'ouvre, nous allons devoir accepter une version quelconque de cela. Mais c'est un résultat temporaire. On parle d'avoir rapidement un accord en place pour un cessez-le-feu de 30 jours, pendant lequel nous pourrions déterminer ce dont nous allons discuter ensuite. Cela inclut le plutonium, l'uranium enrichi, et ces autres questions. Peut être. La vraie question est de savoir qui occupe la position dominante. Dans les mots de Trump, qui a les cartes en main ? Je pense qu'il est assez évident que c'est l'Iran. L'Iran détient l'initiative stratégique. L'Iran nous a repoussés. L'Iran nous a empêchés d'atteindre le moindre de nos objectifs dans les airs, en mer ou au sol. Et l'Iran en ressort plus fort. Si vous regardez la performance des forces iraniennes durant la guerre de 12 jours, puisqu'elles ont fait ensuite, elles se sont beaucoup améliorées. Il existe de nombreux éléments montrant qu'elles sont maintenant plus capables et plus dangereuses pour leurs adversaires. C'est à dire les États-Unis et Israël, qu'elles ne l'étaient avant que tout cela commence. Autrement dit, elles sont devenues plus fortes. Maintenant, l'Iran a beaucoup de problèmes économiques et il sera le premier à l'admettre. Mais nous avons eu tendance à lui attribuer le même système de valeurs que le nôtre. Nous supposons que dès que les prix de l'essence y seront trop élevés, ou que les Iraniens n'auront pas accès à ceci, cela ou autre chose, ils lèveront immédiatement les bras et diront « Arrêtez, arrêtez, arrêtez ». Cela ne fonctionne pas ainsi. Ces gens sont engagés dans ce qu'ils savent être un combat existentiel. C'est un combat pour la nation iranienne, sa civilisation, son identité. Revenez en arrière et regardez les choses terribles que Trump et Netanyahou ont dites. Trump a dit qu'il voulait mettre fin à une civilisation du jour au lendemain. Il voulait bombarder ces gens pour les ramener à l'âge de pierre. Si les gens ont un minimum de dignité ou de courage, que vont-ils faire ? Ils disent, eh bien, dans ce cas, j'ai plus rien à perdre. Je vais me battre. Quelque part, dans la salle de brefage façon Trump, on décrit probablement encore cela comme de la pression maximale. Comme si la pression pouvait, à elle seule, remplacer la réflexion. Il a même loué Allah en disant cela. Cela ajoute l'insulte à l'injure et offense ces gens dans leur religion et leur culture. Cela n'a aucun sens.
il est instable, et je pense que c'est ainsi que les gens le voient maintenant. Ce voyage en Chine sera important à observer, mais je pense que Trump devra garder une chose à l'esprit. On peut imprimer de l'argent, mais on ne peut pas imprimer de l'énergie ou des matériaux. On ne peut pas imprimer le diesel qui fait rouler les camions. On ne peut pas imprimer l'engrais qui fait pousser les cultures. On ne peut pas imprimer le gaz naturel qui alimente les usines. Les Chinois le savent. Ils vont lui dire. Et en passant, je pense qu'ils vont aussi lui dire que la logistique en flux tendu, le just-in-time, va devenir une logistique par précaution, le just-in-case. Au lieu de garder juste assez de stock et d'essayer d'être d'une manière ou d'une autre prêt pour une crise, cela ne suffira plus. Les Chinois le comprennent. C'est pour cela qu'ils ont constitué des stocks non seulement de pétrole et de gaz, mais aussi de métaux précieux, de terres rares et de plus en plus d'engrais. Les Chinois sont donc vraiment aux commandes en ce moment. Nous y allons le chapeau à la main et je ne vois aucune preuve que les Chinois vont nous aider de quelque manière que ce soit. En ce moment, les Chinois réduisent régulièrement leurs avoirs en bons du trésor. Ils réallouent leurs réserves en devises fortes, vers des actifs plus solides comme l'or, réduisant leur dépendance à la dette américaine. Ce qui doit arriver ici, c'est que nous devons dépasser cette obsession trumpienne de croire à l'utilité de la puissance militaire et de la force, de l'intimidation et du harcèlement pour façonner la politique étrangère et atteindre les objectifs américains. Il est temps que Trump apprenne un peu d'humilité et développe une certaine cordialité dans sa façon de traiter avec les autres. Mais je ne sais pas si nous pouvons nous attendre à cela de sa part. L'humilité, après tout, est difficile à faire entrer dans un slogan quand chaque phrase est déjà réservée aux applaudissements. Tout le monde doit avaler une part de tarte à l'humilité dans sa vie, et plus d'une fois. Il ne semble pas que Trump soit prêt à le faire. Il essaie de sauver la face dans une grande partie de cette affaire. Il y a aussi la question de sa rencontre avec le président Xi. Il avait été question que le président Xi vienne aux États-Unis pour le rencontrer. Il devait se rencontrer il y a quelque temps et il y avait eu des problèmes concernant les conditions du lieu de rencontre, notamment pour savoir si Trump ne voulait pas aller en Chine. C'est peu être pertinent ou non, mais cela fait partie de l'incertitude plus large entourant ce voyage. Je sais que Biden était allé à San Francisco pour rencontrer Xi à San Francisco. Peut être que Trump avait quelque chose de semblable en tête. Mais à ce stade, je pense que si Trump veut parler au président Xi, et s'il veut faire autre chose que lui parler au téléphone, il devra se rendre à Beijing. Et c'est un mauvais moment. Nous avons l'air ridicules, nous sommes couverts de ridicule. Je devrais dire que Trump s'est couvert de ridicule. Le problème, c'est que cela fait paraître tous les États-Unis ridicules. Et je pense que c'est exactement l'image que nous donnons en ce moment dans ce genre de déclaration que Trump a faite publiquement. Ce matin encore, il menaçait de nouveau l'Iran. Puis il se retourne et dit « Eh bien, nous avons des discussions et vous savez que nous sommes optimistes, mais au fait, je suis prêt à détruire ce pays. Je vais le raser. » Et ils le savent. De quoi s'agit-il exactement ? C'est de la diplomatie jouée comme un suspense de télé-réalité. Une main agite un accord, l'autre cherche une phrase choc en forme de détonateur. Je ne suis plus prêt à croire grand-chose de ce qui sort de la Maison-Blanche. Les choses changent en 24 ou 48 heures. Tout le monde regarde dans une direction, puis dans l'autre, et nous allons tous finir avec un sérieux coup du lapin. Cela n'a aucun sens. Il n'y a aucune cohérence dans ce que nous faisons. Et en passant, cela coûte beaucoup d'argent. Des gens disent que nous avons dépensé jusqu'à 72 milliards de dollars jusqu'à présent. Si nous recommençons à bombarder et à attaquer l'Iran, cela pourrait durer des semaines, et cela pourrait signifier 70 milliards de dollars de plus. L'autre chose, c'est que nous ne pouvons pas reconstituer rapidement nos stocks de toutes ces munitions exotiques. Et maintenant, nous pouvons obtenir des terres rares. Le problème avec les terres rares, c'est le raffinage. Nous n'avons pas de raffinerie. Nous et le Canada devons vraiment nous unir et bâtir une capacité de raffinage pour les terres rares, ainsi que pour d'autres choses. Nous devons extraire du cuivre. Nous avons besoin de moyens pour extraire l'uranium. En ce moment, nous envoyons trop de choses à l'étranger pour ce type de traitement, et les Chinois nous disent d'oublier ça.
Ils font 90% du raffinage mondial. Concernant le pétrole à l'avenir, certains prévoient des prix plus élevés. D'autres pensent que nous allons connaître un effondrement s'il y a l'annonce d'un accord. Il y a eu beaucoup de délits d'initiés. Le département de la justice a décidé d'enquêter, mais je ne sais pas à quel point il sera impartial dans cette situation. La corruption dans cette Maison-Blanche dépasse même ce que nous avions avec l'équipe Biden, et c'était déjà assez grave. Je pense que beaucoup de ces magnats financiers de New York qui gravitent autour de la Maison-Blanche profitent sans aucun doute énormément de cette catastrophe. Nous savons déjà que la famille Trump a ses investissements dans diverses choses et qu'elle a gagné beaucoup d'argent grâce à cette catastrophe. Pendant ce temps, le niveau de vie de la population américaine continue de baisser. C'est le plus gros problème, et l'inflation augmente. Dans l'argumentaire pro-Trump, la facture semble toujours arriver après que la bannière a déjà proclamé victoire. Je ne vois pas comment nous pouvons arrêter cela, parce que chaque fois que quelqu'un suggère que nous devons augmenter les taux d'intérêt et que la Réserve fédérale doit s'impliquer dans ce processus, les gens disent que si nous faisons cela, nous allons tous couler. Nous allons faire faillite. Nous ne pouvons pas y survivre. C'est un point essentiel que les gens ne voient pas. L'énergie bon marché est cruciale pour toute civilisation. Cela a toujours été vrai. Il y a 1000 ans, c'était la main-d'œuvre bon marché, la force humaine bon marché. Aujourd'hui, c'est l'énergie bon marché. Si nous n'avons pas d'énergie bon marché, nous n'avons pas de taux d'intérêt bas. Autrement dit, nous n'avons pas de crédit bon marché. Si BlackRock manque actuellement de liquidité, ils ont cessé de verser de l'argent à leurs investisseurs. Ils ont dit, pour l'instant, nous ne pouvons pas le faire. Et ils essaient d'emprunter auprès des banques en utilisant les actifs qu'ils ont sous gestion comme garantie. Arrêtez-vous un instant pour y réfléchir. Si une firme a quelques milliards de dollars sous gestion, cela ne veut pas nécessairement dire qu'elle possède quelques milliards de dollars. Elle possède des propriétés, elle possède des investissements ici et là, mais elle ne peut pas facilement les liquider. Elle manque donc de liquidité. Soudain, un investisseur arrive et dit « je veux mon argent ». La réponse est qu'ils ne peuvent pas payer. Pourquoi pas? Parce que les temps sont difficiles en ce moment et que l'argent comptant n'est pas là. Quel est l'impact d'une telle déclaration sur le public? Nous nous engageons sur une route très sombre. Si nous n'avons pas de crédit, les gens ne peuvent pas emprunter à faible taux d'intérêt. Tout a tendance à s'arrêter et c'est là que nous allons, en même temps que nous essayons de faire baisser les taux d'intérêt, nous avons un problème avec les obligations parce que nous voulons attirer l'investissement. Pour y parvenir, nous devons augmenter les rendements. Nous sommes à environ 4-3% ou quelque chose du genre sur l'obligation à 10 ans. La plupart des experts dans ce domaine disent que si nous atteignons 5%, c'est terminé. Nous ne pouvons pas payer les intérêts sur la dette. Nous avons une dette de 39 000 milliards de dollars et au cours des, je dirais facilement, 10 dernières années, chaque fois que quelqu'un comme moi soulevait cette question de la dette souveraine nationale, tout le monde disait « Vous ne comprenez tout simplement pas l'économie moderne. La dette n'a pas d'importance. » Eh bien, je pense que nous sommes sur le point d'apprendre à la dure que la dette compte énormément. La dette n'a peut-être pas d'importance dans un discours de rassemblement, mais les marchés obligataires ont cette cruelle habitude de ne pas applaudir sur commande. Je ne sais pas ce que le président va discuter avec les Chinois, parce que les Chinois détiennent encore une part considérable de notre dette. La majeure partie de notre dette est détenue par les fonds de pension et les compagnies d'assurance ici, aux États-Unis. Et les gens qui ont leur argent dans tout cela sont ceux qui détiennent les fameux 401 CAC. Tous les retraités, les gens que nous appelons les baby boomers aux États-Unis, risquent de tout perdre à moins qu'une mesure radicale soit prise. Et radicale signifie que nous devons réduire les dépenses et commencer quelque part. Je peux vous dire qu'ils commenceront d'abord par la défense. Nous n'y arriverons pas en maintenant ces guerres sans fin à l'étranger, surtout lorsqu'elles sont perdues. Concernant les obligations et la dette américaine, il y avait récemment un graphique de Visual Capitalist qui montrait que d'ici 2052, je crois, la dette nationale devrait atteindre quelque chose comme 185 000 milliards de dollars. Ce sont des chiffres énormes. Mais nous n'y arriverons jamais. Nous n'y arriverons jamais. Tout cela va s'effondrer avant. C'est impossible. C'est ce que personne ne veut dire.
En 2030, où les gens pensent-ils qu'ils seront? En 2027 ou 2028, nous ferions mieux de nous inquiéter de ce qui arrive devant nous. Parce que lorsque nous combinons cette stupidité coûteuse à l'étranger dans une guerre que nous ne pouvons pas gagner, la réalité devient évidente. Le pays que nous avons attaqué a la taille de l'Europe occidentale. Il compte 93 millions d'habitants. C'est une société développée. C'est une société civilisationnelle qui existe depuis plus de 2000 ans. Il est entouré de montagnes comme les Rocheuses et au sud, il y a des déserts pratiquement infranchissables avec les températures les plus élevées du monde. Et d'une façon ou d'une autre, tout cela serait facile. Les gens sont-ils complètement fous? N'importe qui, avec une once de bon sens, le comprendrait. Mais le problème, c'est que nous avons trop de gens qui veulent miser beaucoup trop lourdement sur ce que nous appelons la supériorité aérienne. L'idée, c'est que nous pouvons bombarder de haute altitude et qu'ils ne peuvent pas nous toucher. Je pense que cela va prendre fin aussi, mais pour l'instant, nous pouvons encore nous en tirer avec une partie de cela, mais c'est pas une réponse. Cela n'incite pas les gens à soutenir notre position. Cela ne permet pas de gagner des amis ni d'exercer de l'influence. C'est destructeur, mais sans objectif. C'est une destruction sans but. Et c'est ce dans quoi nous nous sommes engagés. Appeler cela de la force ne change rien au fait que cela ressemble souvent à casser les meubles parce que la négociation s'est mal passée. Les gens avec qui nous travaillons, qui nous ont été très utiles au cours des 30 ou 40 dernières années, je dirais ce sont les États du Golfe, de l'autre côté du Golfe par rapport à l'Iran. Ils ont compensé le coût d'une grande partie de l'ingénierie non récurrente, autrement dit la recherche et développement initial qui entre dans la plupart de nos armes et missiles exotiques. Cela a été payé par les Émirats du Golfe et les autres petits États du Golfe qui ont beaucoup investi dans notre matériel. Ils l'ont fait en échange de la promesse que nous leur avions faite de les protéger. Eh bien, nous avons échoué à protéger qui que ce soit. C'est le problème. Nous ne pouvons pas protéger les Saoudiens. Nous pouvons protéger personne. Al-Jubaï est un immense port en Arabie Saoudite, dans le Golfe. C'est un port très important, très moderne. Il possède des raffineries. Et surtout, il possède une très très grande usine de dessalement. Près de 90% de l'eau que boivent les habitants de la capitale de l'Arabie Saoudite, Riyad, provient de cette usine. Cette usine pourrait être attaquée et détruite en moins de 30 minutes. Et alors, plus personne n'aurait d'eau à boire à Riyad. Et ce n'est que la pointe de l'iceberg. Une fois que ces usines de dessalement sont frappées dans cette partie du monde, personne ne peut y vivre. Il y a 67 millions de personnes qui vivent sur la rive ouest du Golfe, de la frontière d'Oman au sud jusqu'à la frontière avec l'Irak. Je ne pense pas que la moitié d'entre elles soient encore là. Mais si cela se transforme en un autre échange de coups avec l'Iran, toute cette zone sera complètement hors service. En ce moment, les estimations indiquent qu'il faudra entre 2 et 5 ans pour se remettre des dégâts déjà causés dans le Golfe Persique. Si cela revient au niveau antérieur de guerre intense, que nous avons vu dans un passé récent, et que cela dure une semaine ou deux avec les dégâts dont je parle, nous ne verrons aucune reprise là-bas pendant au moins 10 ans. Et nous pouvons être absolument, positivement certains que nous ne reviendrons pas faire quoi que ce soit dans le Golfe. C'est terminé. Concernant l'or, j'y ai investi de façon importante et je pourrais en acheter encore. Mais j'y ai déjà investi substantiellement et je pense être en bonne position actuellement. Je pourrais y ajouter d'autres choses. Je pourrais certainement ajouter des actions minières. L'extraction aurifère, je pense, va exploser. Je pense aussi que les gens devraient s'intéresser à d'autres métaux précieux. Évidemment, j'ai investi dans l'argent. Il a une longévité différente de celle de l'or. Mais chaque fois que quelqu'un achète de l'or à ce stade précis, je pense qu'il va s'en sortir. Il va, je pense, atteindre 6 000 $ ou plus. Je serais surpris que ce soit pas le cas et ce sera très utile d'en avoir. Il est aussi très utile d'avoir beaucoup d'argent comptant en ce moment parce que l'argent liquide va devenir rare. Je crains que nous puissions voir des conditions semblables à celles de la Grande Dépression lorsque les banques ont soudainement été fermées. Les gens se sont précipités vers les banques pour retirer leur argent, puis le président Roosevelt a fermé les banques. Il a dit qu'il y avait un congé bancaire de 2 jours pour essayer de calmer les choses, puis des limites ont été imposées sur ce que les gens pouvaient retirer. Donc l'or est très très important. Et si quelqu'un
n'a pas acheté d'or jusqu'à maintenant, il existe encore un potentiel de hausse énorme. On peut encore en acheter. Quelqu'un pourrait demander s'il va reculer un peu. Je suis certain que oui. Il y a aussi autre chose dont nous ne parlons pas beaucoup. Je pense que le Bitcoin survivra. Je pense que lorsque le marché boursier chutera et que nous verrons une baisse de 40, 50 ou 60% de la valeur des actions, ce qui, à mon avis, s'en vient, le marché boursier restera dans le creux pendant un certain temps. Le Bitcoin, lui, ne le fera pas parce que le Bitcoin est la seule autre réserve de richesse potentiellement viable à part la possession du métal dur. Et faire des affaires avec du métal dur, pour une personne ordinaire, c'est pas facile. Même si on m'a rappelé l'autre jour qu'avec un petit sac contenant, disons 2 ou 3 onces d'or en 1929 à Berlin, quelqu'un pouvait acheter une maison de 6000 pieds carrés. La monnaie ne valait plus rien. Ainsi, la seule façon dont quelqu'un pouvait, entre guillemets, selon les termes agaçants de Donald Trump, conclure une entente, c'était avec de l'or. Je ne pense pas que les gens puissent se tromper s'ils investissent dans l'or. Je ne pense pas qu'ils puissent se tromper s'ils investissent dans des actions minières aurifères. Mais ensuite, je regarderai aussi d'autres secteurs comme l'uranium, d'autres métaux, les métaux précieux, tout ce qui va de la bauxite à l'aluminium et au cuivre. Ces choses comptent. Si cela sort du sol, que nous cultivions de la nourriture, que nous extrayions de l'or ou un autre métal précieux, cela vaut la peine d'en avoir. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, vérité vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.